Eh bien déjà bonjour à vous trois, ou en tout cas à vous deux, parce qu'avec Assam on s'est déjà croisés, mais bonjour, bonjour Claire et bonjour Charles. Merci de nous rejoindre, malgré voilà, les conditions d'exercice, mais on se doute que pour tout le monde c'est compliqué. Et bonjour à vous aussi, ou rebonjour à vous, d'être présent et d'avoir survécu au déjeuner. Donc cet après-midi, première session, ou en tout cas session dans cette salle, autour du sol comme mémoire de nos modes d'habiter. On en a bien entendu parler depuis hier sur ces questions de l'habiter, ce trait fondamental de la condition humaine. On a vu les questions, est-ce qu'on habite, est-ce qu'on occupe, est-ce qu'on s'installe et comment on s'installe, et surtout pourquoi faire. On n'a pas trop discuté du don contre don depuis une journée et demie. On est quand même sur un sol qui est essentiellement une ressource. Il y a eu des éléments qui étaient assez intéressants de vocabulaire, justement. On est toujours en train de... On est sur un vocabulaire très utilitariste, me semble-t-il. D'accord, on est sur des paysages d'activité, mais ça serait intéressant de voir, c'est ce qu'avait souligné, c'est ce qui avait été souligné ce matin, c'est-à-dire entre le land et le soil, justement, est-ce qu'il y a une différence? Mais pour l'instant, on améliorait, on était sur du rendement, on transformait, donc on a quand même une vision assez utilitariste. Alors c'est pas pour introduire la polémique, mais ça semblait intéressant, surtout que la thématique étant l'habiter, d'aller aborder à la fois l'habiter à travers le langage, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est plutôt Thierry Paco qui l'avait posé un peu ça, et puis de voir finalement comment on raconte, comment on narre ces géo-histoires différentes qui nous seront présentées donc par trois personnes. Claire Portal d'abord, enseignante chercheuse au laboratoire MIMOC à l'université de Poitiers, une géographe étant les meilleurs, mais ça vous le savez déjà. Charles Ambrosino, Bonjour. bonjour. Charles Ambrosino, maître de conférence à l'Institut d'urbanisme de Grenoble et chercheur à Pacte. Et puis, Assam Khorazani-Zadeh, excuse-moi si je massacre ton nom, doctorant à l'HESS. Voilà, donc, sans plus attendre, comme on dit, je vous cède la parole. Donc, Claire, si vous voulez commencer. Et puis, voilà, ce principe, chacun fait sa présentation entre guillemets, et si vous avez des précisions, n'hésitez pas, et puis après on essaie de se garder un temps pour discuter en mode un peu plus libre. Merci. Ok, merci beaucoup pour cette introduction courte. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Parfait. Ça va? Oui, parfait. Merci. Ouais, c'est bon, ok. Je vais pas mettre ma caméra parce que je crois que j'ai vraiment une connexion qui est pas géniale. J'essaierai de la mettre tout à l'heure pour qu'on se voit quand même, mais bon, ça sera juste un essai. Je vais donc commencer. Alors moi, je m'appelle Claire Portal, je suis enseignante chercheur en géo et je vais vous parler des sols de l'Estran en vous proposant une petite promenade sur les estrans, donc de l'estuaire de la Vilaine à celui de la Gironde. Cette présentation s'inscrit dans une double recherche. La première que j'ai menée pendant un certain temps sur le territoire de Loire-Atlantique et de Vendée en particulier, et sur les littoraux, et une seconde qui est en cours actuellement, qui s'inscrit dans le projet de recherche NANA, la nature en Nouvelle-Aquitaine, et qui est plus particulièrement centré sur les espaces naturels, donc les protégés comme les parcs naturels régionaux. Et du coup, je vais surtout me centrer là sur le Médoc pour les exemples que je vais utiliser. Alors, l'Estran, juste pour se souvenir de ce que c'est donc la partie du littoral qui se découvre entre le niveau de pleine mer de Vivo et celui de basse mer de Vivo. Donc, il n'y a d'estran que là où il y a des mers à marée et où il y a un rivage à faible pente. L'estran, c'est un sol qui est assez particulier vu que c'est un sol qui est terraqué, c'est-à-dire qui est constitué de terre et d'eau. Et donc il peut être extrêmement varié. On a des sols rocheux avec une roche-mère, avec des galets, donc qui constituent des grèves. On a des estrans sableux avec des plages, des cordons littoraux, des tombolos, et on a des estrans vaseux avec de la vase à nu ou de la vase recouverte de végétation halophile. En tout cas, ces estrans, ils sont intégrés et ils sont aussi vecteurs d'une géodiversité remarquable. Donc géodiversité, je reviens pas sur ce terme-là, mais c'est la variété, la diversité en fait de la nature abiotique, donc de la nature non vivante, sachant que le sol contient bien sûr une écologie intertidale et tidale qui est vraiment particulière. Je vais pas en parler aujourd'hui, mais c'est à noter et je le note dès maintenant. En tout cas, l'estran, c'est un sol qui est à l'interface terre-mer
et qui donc induit des caractéristiques économiques, sociologiques, juridiques, paysagères qui sont vraiment singulières et qui donc le chargent de symboles et de représentations qui sont anciennes et diverses. Pour reprendre Descola, finalement, l'estran en fait est propice à une approche ethnopédologique. Donc juste pour le donner, je raccourcis sa définition à Descola, mais donc d'un côté, lui il voit le sol pédologique comme une couche de matière résultant de l'altération des matériaux de roche-mère, donc le sol donc défini par ses propriétés physiques et chimiques, et de l'autre côté, le sol du poète, de l'artiste plasticien, travaillant avec une variété de médias, du jardinier, un éventail ahurissant de variations de points de vue. Donc, je vais essayer de façon absolument non exhaustive d'avoir cette double approche en focalisant sur 3 entrées différentes. La pédogéologie des sols d'estran et leur représentation cartographique contemporaine. Bon, étant géographe, je suis allée voir les cartes, forcément. Une approche plutôt géohistorique des usages et des représentations de ces sols via la mobilisation d'une iconographie ancienne, donc avec un travail d'archives qui là ne va pas vous paraître du tout conséquent parce que j'ai pas le temps de présenter tout, mais qui a commencé aussi assez récemment. Et un 3e point sur vraiment les sols d'estran aujourd'hui, de quelles images, de quels savoirs sont-ils vecteurs et aussi de quelles émotions. Donc ce premier point s'intéresse à cette pédogéologie des sols d'estran et à leur représentation cartographique. Donc moi, je ne suis pas pédologue, donc je ne vais pas du tout rentrer dans la composition des sols d'estran parce que je risquerais de dire des grosses âneries. Par contre, je suis quand même allée voir dans les différents référentiels, les différentes bases qui existent à l'échelle mondiale, à l'échelle nationale, et aussi par rapport au travail qu'a fait le GISOL. Et donc, je me suis rendu compte que c'est vrai que c'était pas si évident en fait de trouver l'estran dans toutes les catégories pédologiques. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'estran, finalement, en fait, on va aller picorer des sols d'estran dans ces diverses catégories en fonction du degré d'influence anthropique, donc avec artefacts et sans artefacts anthropiques. Là, les cartes que je vous montre sont issues donc des unités cartographiques définies par le GISOL. Et on va voir, il y a beaucoup de couleurs. J'attire votre attention sur la poésie des noms, comme toujours sur ces sols avec le régosol, le stodalisol, le brunisol. Là, je vous montre quelques exemples juste de noms pour vous montrer aussi la variété des sols que l'on trouve entre l'estuaire de la Loire et celui de la Gironde. Donc, je ne détaille pas la condition de chaque sol, sinon j'y serai encore demain et vous aussi. Donc les thalassosols, les randosols, les calcosols, les réductisols, les arénosols sur la pointe du Médoc, pointe de Grave. Donc du coup là, on est vraiment sur des sols qui sont à composition, on va dire naturelle, bien que finalement, quand on regarde les descriptifs, on se rend compte qu'il y a toujours un peu d'humain dedans, en particulier les thalassosols qui sont à la base une définition très naturaliste et qui finalement, quand on regarde par exemple la anse de la baie de l'Aiguillon, que finalement en fait ce sont des polders et donc ce sont des thalassosols anthropiques. Les cartes géologiques vont aussi nous donner des indications extrêmement importantes sur la composition des sols d'estran, en particulier quand ce sont des platiers rocheux. Donc voilà, si on tourne le dos à la mer et qu'on se place sur l'estran, finalement ce que l'on voit en regardant le continent, c'est une coupe de ce continent et c'est de quoi est constitué ce continent-là. Donc les platiers rocheux recouverts au flot et découverts au jusant, finalement témoignent de l'architecture du continent, de son matériau. Donc pareil ici, je ne vais pas détailler. On a du granit, on a des micaschistes qui apparaissent, qui disparaissent. On a des dépôts marins et continentaux beaucoup plus récents. Ici, je reprends la pointe de Grave, donc avec ces dunes anciennes, proto-historiques, historiques, et aussi avec une dune actuelle qui est toujours en formation et qui est toujours en mouvement. Et enfin, on a les estrans qui sont notés sur les cartes géologiques comme ayant une forte dimension anthropique. Je reprends la baie de l'Aiguillon ici, avec des marais qui finalement ont été poldérisés, asséchés. Ici, je vous la remontrais cette île-là. Ça, c'est l'île de la Dive, qui était une île autrefois, qui n'est plus une île maintenant, vu qu'entourée de champs, finalement, de cet ancien estran qui a été asséché et qui retrouve sa qualité d'île lorsqu'il y a des submersions marines. J'y reviendrai.
Donc voilà pour ce premier point. Alors juste pour vous montrer aussi l'iconographie des cartes topographiques, je vais aller assez vite, ça vous permettra de voir aussi des photos de ces estrans, de se faire une idée. Donc voilà, donc les estrans rocheux qui sont figurés par ce jeté bleu comme une peinture un peu jetée sur une toile. Donc voilà, ici vous avez le platier rocheux entre Pornic et la pointe Saint-Gildas. Donc ici, cet estran rocheux témoigne du recul de la falaise. On a les estrans au sol sableux, hein, donc plage, cordon dunaire, tombolo. Je vous fais pas de dessin, représentés sur les cartes topographiques classiques avec des petits pointillés bleus. On a les sols vaseux, donc Vasiranus, proches de l'estuaire, pas dans l'estuaire, par contre, on est en baie de Bourgneuf ici. Donc Vasiranus avec des sols particuliers, aussi extrêmement riches pour la vie faune. Et en marais plutôt intérieurs, ici dans le petit trait du Croisic, donc ça ce sont les marais salants de Guérande, hein, pour si vous n'êtes pas du secteur, matérialisés par des pointillés, enfin des points bleus plus importants que pour le sable, et ici un shore donc de la vase qui accueille une végétation halophiile. Et enfin on a ces sols anthropisés, fortement anthropisés, finalement des sols qui ont été totalement remaniés par l'installation de marais salants, mais aussi donc le marais salant, c'est intéressant parce qu'il y a toujours les allées et venues de la mer. Tandis qu'ici, on se retrouve ici en baie de l'Aiguillon, à l'ouest totalement du marais Poitevin. Là, en fait, il y a eu des assèchements et un endiguement depuis le XVIIe siècle. Et du coup, là, on n'a plus la qualité vraiment de va-et-vient du balancement des marées. Là, on est sur des champs, hein, voilà, sur une agriculture même assez conventionnelle finalement. Donc des sols forcément anthropisés qui ont beaucoup changé. Et enfin, des estrans multisols. Donc ça, c'est une appellation à moi, hein, ça n'a rien de pédologique. Là, on est sur des estrans à la fois qui ont un emboîtement de roches, de sable, de vases. Là, j'ai pris l'exemple de la pointe du Perret, la flèche du Veillon, où on a aussi des marais qui ont été asséchés au fond de cette petite haie, cette petite baie. Et donc du coup là, on a un écosystème qui est vraiment extrêmement riche. Richesse de l'écosystème, richesse des sols, et du coup aussi richesse forcément des représentations. Donc là, j'entame ma deuxième partie, ça va aller assez vite parce que finalement, en fait, c'est des choses que vous avez déjà dû voir, tant sur des cartes postales anciennes, mais que vous avez aussi certainement dû vivre si vous avez passé des vacances ou que vous êtes promené sur les littoraux atlantiques essentiellement, mais aussi ailleurs. Donc ces estrans rocheux, ils sont vecteurs d'une topographie particulière, d'une toponymie associée donc à du pittoresque. Hein. On a les tombeaux d'Almanzor, on a les troisième oreillers, le chandelier, la couette. Donc ça, ce sont des estrans qui ont été sculptés par l'océan et qui ressortent donc des formes qui sont propices à une sorte de mythification avec des contes et légendes qui sont il y en a pas mal en fait dans le secteur. Et je ne suis pas allée en Bretagne. Donc voilà, donc ça, ce sont vraiment des sols mythifiés. Ici, on est vraiment aussi sur des sols, quand c'est des sols plus sableux, sur des sols avec lesquels on joue. On joue ici sur la carte postale que vous avez, celle qui est à gauche, à faire les plus gros forts en sable, c'est-à-dire les plus grosses buttes. En fait, on attend que la marée monte et que celui qui gagne, c'est les personnes qui restent le plus longtemps sur la butte de sable. Donc voilà, jouer avec le sable pendant les vacances, avec les cabanes de plage que vous voyez sur la carte postale qui est sur la droite. On sculpte toujours le sable, soit par des concours de châteaux de sable. Ici, donc c'est à Pornichet, l'association qui a fourni cette image-là. Donc dans les années 30, les châteaux de sable et les concours existent toujours, hein, avec des sculptures maintenant contemporaines qui ont une autre allure. Je vous la présente maintenant, mais je reviendrai à l'art contemporain lors de la conclusion. Donc voilà, donc ce sol qu'on sculpte, avec lequel on joue, mais ce sol dans lequel on fouille aussi. Alors là, vous m'excuserez, j'ai oublié de mettre une diapo avec les images anciennes. Cela dit, ce n'est pas dramatique dans la mesure où en fait, elle ressemble beaucoup aux photographies que je vous propose ici. Fouiller le sol pour y chercher des petites choses à manger. Fouiller le sol en attendant aussi que les plus grandes marées descendent pour aller justement atteindre ces zones qui ne sont fouillées que très ponctuellement. Là, ce que vous avez ici, c'est le Pont-Dieu,
Ça, c'est vraiment pareil, vecteur de contes et légendes incroyable, une sorte de porte de l'enfer, comme on en trouve plusieurs sur le littoral. Et donc, voilà, le Pont-Dieu, donc juste qui fait la jonction entre Notre-Dame-de-Mont et l'île Dieu. Alors, il n'y a pas de passage entre le continent et l'île, hein, bien sûr, mais voilà, qui ne se découvre qu'au marais d'équinoxe. Il se découvre beaucoup au marais d'équinoxe et très très peu sinon. Donc voilà, donc fouiller le sol, mais aussi donc fouiller le sol plutôt d'une façon de cueillette, mais aussi cultiver ce sol. Donc ça, ce sont des collègues à Nantes, hein, qui ont reconstitué donc l'assèchement, le dessèchement et l'endiguement des marais de l'Aiguillon. Donc Claude Masse a bien sûr fourni, les cartes de Claude Masse ont fourni des précieuses indications sur ces temporalités-là, et on voit que là, l'estran s'est retrouvé peu à peu grignoté par l'agriculture, et les sols originels ont été dessalés et ont disparu aujourd'hui, sauf submersion, je vais y revenir. Tout ça pour vous dire, alors ce n'est pas du tout exhaustif, hein, que l'estran, c'est un théâtre avec de multiples pratiques, de multiples usages. Ce sol, il est cherché, il est recherché, il est très riche, autant en matière nourricière qu'en représentation, mais aussi pour les loisirs. Enfin voilà, c'est un sol qui est vraiment particulièrement important et qui ressort d'une diversité de pratiques, ce qui entraîne aussi des conflits d'usage et donc une réglementation particulière. Le sol fait partie du domaine public maritime depuis 1566. C'est la partie qui fait la jonction avec le continent. Donc vous voyez que pour le DPM, en fait, c'est une toute petite partie, mais c'est une partie qui est extrêmement importante. Je ne vais pas du tout développer ce point-là. Et enfin, donc ce dernier point sur sur ces usages que je vous ai présentés, hein, qui sont très très peu développés ici, qui sont toujours évidemment d'actualité, mais sur lesquels vont se surimposer des usages très contemporains, liés notamment à des nouvelles pratiques et à des nouveaux regards qui sont portés sur ce sol. C'est un sol paysage, alors c'est pareil, l'appellation est de moi, hein, c'est un sol paysage qui devient sensible visuellement avec le balancement des marées, sonore avec le bruit des galets sur les grèves qui se heurtent et que l'on entend, voilà, olfactif avec l'odeur du varech, tactile avec les premiers pas que l'on fait dans le sable ou sur les rochers, peut-être un peu plus douloureux. Les sols paysages qui sont des supports artistiques avec des pièces d'art contemporain qui peuvent être, que l'on peut retrouver. Alors ici, c'est dans l'estuaire de la Loire avec la biennale, l'ancienne biennale estuaire, donc ce grand festival d'art contemporain. Donc je vais pas détailler là, hein. Ce sol paysage qui est aussi un sol patrimoine pour les différentes raisons que l'on a pu évoquer, et qui s'insère dans des zonages classiques, hein, de protection de la nature, et qui va aussi donner lieu à des actions de valorisation et de vulgarisation. Alors pas forcément sur le sol en tant que tel, ce qui est intéressant, mais sur ce que ça apporte ici, en particulier à la vie faune. C'est un sol éphémère qui est en train de disparaître avec les changements globaux. Là, je vous ai mis une carte postale de 1967 de l'immeuble du Signal qui a été donc détruit. On voit que le sol a disparu. L'estran finalement existe toujours, mais il a reculé. Il n'est plus au même endroit qu'avant. Et donc voilà, donc c'est un sol qui est éphémère, autant pour ce qu'il est, mais aussi pour les traces qu'il porte. Ces traces sont effacées finalement à chaque marée. En tout cas, il est synonyme, il est symbole de risque aussi. Et il porte donc sur les littoraux des aménagements divers et variés de lutte contre l'érosion et de lutte contre le recul des côtes. Donc ici des épis ou des digues. Et enfin, le sol d'estran, c'est un sol mémoire. Un sol mémoire pour plusieurs raisons. Ici, je prends l'exemple de Xintia, où on a donc le mémorial, hein, qui a été érigé ici à la Faute-sur-Mer pour les victimes de la tempête, et qui regarde vers l'Aiguillon et qui regarde vers cet estran aujourd'hui disparu, mais qui retrouve lors des submersions finalement sa qualité d'estran. Donc là, c'est l'île de la Dive dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez que cette île, elle est complètement entourée de champs, hein, qui ont été, voilà, ce sont des polders. Et finalement, quand il y a eu cette submersion, en fait, l'eau est passée au-dessus des digues, et l'île de la Dive s'est retrouvée, a retrouvé sa qualité d'île de façon dramatique. Mais voilà. Et enfin, sol mémoire, puisque les estrans reculent, et donc du coup, le mur de l'Atlantique se retrouve les pieds dans l'eau, avec des bunkers ou des blocos on a l'impression qu'ils glissent, vraiment, qu'ils glissent vers l'eau, ce qui est peut-être une réalité, mais en tout cas, ils ne sont plus à la même place qu'ils l'étaient avant.
Donc voilà, ce sont des témoins aussi qui sont en train de disparaître. Donc je conclus ici pour revenir un peu sur ces sols en tant que mémoire planétaire d'abord, avec leur dimension stratigraphique et géologique, qui témoignent à la fois des temps longs, surtout quand ce sont des estrans rocheux, mais aussi des temps courts, quand on a des estrans sableux, voire vaseux. Donc une stratigraphie qui permet de reconstituer aussi une histoire locale, mais aussi plus globale de la planète. Ce sont des sols de mémoire aussi humaines qui sont visibles, qui sont éphémères parfois, des mémoires que l'on retrouve matérialisées par des mémoriaux. Mémorial, je ne sais, j'ai un trou sur l'accord, mais ce n'est pas grave, il y a une énorme faute à éphémère, vous me pardonnerez. Et aussi donc des mémoires immatérielles, avec des événements climatiques qui forcément ne durent que heureusement très peu le temps dans le temps, mais dont on va se rappeler. Des mémoires pittoresques qui sont picturales, avec certains éléments qui existent toujours et d'autres qui ont disparu. Et aussi des mémoires qui se transmettent à l'intérieur des familles. Je pense ici aux points de pêche qui sont jalousement gardés, soit entre amis très proches, voilà, où on ne va pas dire à tout le monde où est-ce qu'on peut avoir les plus grosses palourdes. Donc voilà, donc je terminerai par une citation de Julien Gracq. Ça, c'est une petite plaque qui a été mise à Sion-l'Océan, donc à côté sur la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en face de l'estran, justement. Rien n'égale au petit matin la fraîcheur lavée des plâtures à marée basse, cloisonnées, déchiquetées de larges bras d'eau claire, où bouge et tournoie l'odeur d'un monde naissant. L'eau et la nuit en même temps se retirent, une respiration neuve et inconnue, pour quelques instants, nous habite. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, merci Claire. Et ouais, merci pour cette balade, mais qui est plutôt finalement un voyage, parce que ça évoque plein de choses et ça convoque plein de choses, j'espère, pour la suite. En tout cas, moi, j'en ai noté 2-3. Est-ce que dans l'assistance, vous avez besoin ou envie d'un certain nombre de précisions sur le travail que mène Claire? Ça vous semble limpide et clair, justement. Très bien. Eh ben, nous allons passer à Charles, si tu veux prendre la parole. Et encore une fois, merci Claire et restez avec nous. Avec plaisir. Bien, j'espère que... Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez surtout bien le PowerPoint? Ça a l'air Oui, bon. pour moi, c'est bon. C'est bon aussi pour nous. Ok, très bien. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation à partager un certain nombre d'éléments de réflexion, pas forcément aboutis, mais qui sont en gestation. Et puis toutes mes excuses pour les complications liées à ces systèmes hybrides, distanciels, présentiels, mais fort commodes pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Alors, une présentation sur le territoire grenoblois qui invite à réfléchir plus globalement du point de vue de l'urbanisme et peut-être moins de la géomorphologie comme Claire a pu nous le présenter. Une réflexion sur le retour finalement de la notion de site dans la pratique de l'urbanisme à Grenoble et gageons que ça puisse éclairer d'autres territoires ailleurs. Alors, pour commencer la présentation, peut-être vous expliquer l'itinéraire du questionnement. C'est dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle POPSU, une plateforme d'observation des politiques et stratégies urbaines. Grenoble fait partie de cette plateforme au même titre que bon nombre de métropoles et d'autres territoires d'ailleurs à l'échelle de l'Hexagone. Et c'est en lisant le PLUI, le PADD du PLUI, c'est-à-dire le document qui expose le projet de l'actuel document d'urbanisme qui a été voté là, il y a quelques années, qu'une sorte de, comment dirais-je, paradoxe qui a inauguré la réflexion collective sur le territoire grenoblois, puisque dans le document d'urbanisme, il est question de conforter, de consacrer plutôt l'idée d'une métropole montagne au sujet de Grenoble. Alors vous me direz, c'est pas si paradoxal que ça, puisque Grenoble est bien connue pour être une ville alpine, et c'est là le point de départ justement de notre réflexion. Paradoxe parce que lorsqu'on regarde bien Grenoble, et c'est un peu l'image que vous avez sous les yeux, hein, qui est une maquette évidemment,
maquette réalisée par un étudiant paysagiste. Le paradoxe, il est le suivant. C'est vrai que Grenoble est une ville dans les Alpes, une ville alpine du point de vue du régime hydrographique qui la caractérise. Mais quand on est plus précis, il faut fort être constaté que Grenoble est une ville au pied des Alpes. C'est une ville dont la platitude est extrême. On est à peu près à 200 mètres, 212 mètres de hauteur, avec un dénivelé maximum de 3 mètres sur l'intégralité de la plaine grenobloise. Et quand on regarde un petit peu la manière dont on raconte Grenoble et plus encore la manière dont elle se raconte, on se rend compte que autant il y a une sorte de sublimation pour la verticalité des montagnes qui engonce la plaine de Grenoble, autant il y a un oubli, je dirais même une sorte d'amnésie environnementale, pour reprendre des termes consacrés, de l'autre grande figure topographique du site grenoblois qui est la plaine précisément, le plat, on pourrait dire, si on voulait maintenir la métaphore géométrique. Et cette situation, elle est paradoxale. Elle est paradoxale parce que elle procède d'une forme d'invisibilisation du sol, en réalité, du sol sur lequel pourtant résident à peu près 80% des habitants et l'essentiel des activités humaines. Et du coup, qui pose une question tout de même, c'est comment finalement l'urbanisme, en ce début du XXIe siècle, saisi par les questions de changement climatique, de changements globaux en règle générale, se saisit de cette question de la plaine et peut-être plus généralement de la géographie. Quand on regarde le territoire grenoblois, quand on lit la littérature, qu'elle soit scientifique, technique, dans les schémas directeurs, les plans locaux d'urbanisme et d'autres documents de ce type, il est rarement question de plaine, il est souvent question de cuvette. C'est-à-dire que la cuvette est en effet cette résultante d'une configuration géomorphologique de cette plaine alluvionnaire qui est engoncée autour de trois grands massifs. Vous avez au nord la Chartreuse, à l'ouest le Vercors et à l'est le massif de Belledonne. Et lorsqu'il est question de décrire la cuvette, c'est souvent sous un angle peu glorieux, puisque la cuvette, c'est une série de contraintes. C'est des contraintes du type de la rareté du foncier. Cette cuvette, elle s'est progressivement, quand on regarde l'évolution de la tâche d'urbanisation, elle s'est remplie. On parle de remplissage de la cuvette, posant toute une série de problématiques du type de la congestion. Comme vous le voyez, cette cuvette a une forme particulière, on reviendra dessus, un Y, peu d'entrées, peu de sorties, et se faisant beaucoup de problèmes de masse d'air polluée qui ont bien du mal à circuler et générant des épisodes assez délicats du point de vue de la santé publique notamment. Des difficultés de mobilité, un affleurement à moins de 2 mètres de la nappe phréatique qui impose un régime de constructif assez compliqué. Concrètement, à Grenoble, si vous envisagez un parking souterrain, vous l'oubliez assez vite parce que le surcoût est difficile à dépasser. Concrètement, cette plaine, c'est souvent un site présenté comme une contrainte et lorsqu'on regarde les documents qui se saisissent de la question et qui décrivent du point de vue paysager cette cuvette, cette plaine, force est de constater en réalité que les éléments qui la structurent et qui l'ont organisée, notamment le réseau hydrographique, sont, j'ouvre les guillemets, invisibilisés. Et quand on lit l'histoire de Grenoble, et je m'excuse si elle est rapide, force est de constater que, dans le fond, habiter la plaine à Grenoble résulte d'un long processus de domestication des éléments naturels. En gros, on est sur un territoire qui, depuis à peu près 4 siècles, développe des ressources d'ingénierie assez extraordinaires pour pouvoir contenir, dans le fond, les éléments naturels, au premier rang desquels l'eau. Quand on écoute les acteurs, d'ailleurs c'est assez intéressant, il y a une expression qui revient très souvent. À Grenoble, l'eau est soit une force destructrice, comme vous l'avez dans le titre, soit une force motrice. Alors pour ce qui est de la force destructrice, il y a cette petite citation, je ne sais pas si vous la voyez sur le PowerPoint à droite, en occitan. Grenoble, tu es perdu, le monstre t'a englouti, mal avisé fut celui qui s'y bat te plantit. Le monstre dont il est question, là en l'occurrence, c'est l'Isère. C'est le cours d'eau qui serpente sur la frange nord du territoire, la plaine grenobloise. Et cet Isère qui est connu localement pour régulièrement déborder. C'est une rivière pluviomnivale qui régulièrement déborde.
et qui est souvent synonyme de danger. Et sous la carte que vous avez juste en dessous, vous voyez là ce chevelu hydraulique qui en fait est historiquement ce qu'on appelle le Drac, qui est un torrent et qui a pour habitude jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'à son endiguement en réalité, pour habitude de se déployer sur son cône de déjection, repoussant d'ailleurs l'Isère sur ce rocher qu'on appelle le rocher de la Bastille, qui est l'éperon rocheux qui annonce la Chartreuse. En réalité, dans le fond, l'expression en occitan que vous avez en haut à droite de la slide pose une question qui est assez simple, mais diable, pourquoi vouloir anthropiser un espace qui est inhabitable? Pour une raison simple, c'est le seul point de passage entre la Savoie et le Lyonnais, dans les Alpes, qui permet en réalité, depuis l'époque romaine, de transiter dans ce sillon qui deviendra le sillon alpin un peu plus tard. Et concrètement, pour pouvoir rendre habitable cet espace, il aura fallu en effet déployer des trésors d'ingénierie pour pouvoir, premièrement, maîtriser les débordements de l'Isère et du Drac. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez en bas de l'image le tracé d'un vaste projet de ralentissement de crue qui s'appelle le projet Isère-Amont, qui est probablement l'un des projets de ralentissement de crue les plus importants à l'échelle hexagonale et à l'échelle européenne, qui consiste, avec la mise en place de champs d'inondation contrôlés, à redonner, si vous voulez, une certaine plasticité au cours d'eau de l'Isère qui, depuis 4 siècles, est endigué. L'eau, c'est également une force motrice à Grenoble. Peut-être le saviez-vous, mais Grenoble est le territoire où va se développer, plutôt qu'ailleurs, ce qu'on appelle la houille blanche, c'est-à-dire en gros l'hydroélectricité. L'eau dévalant la pente, produisant une énergie électrique qui va en réalité être le point de départ d'une aventure socio-économique extraordinaire, puisque c'est le point de départ du développement à Grenoble, en dehors de Paris, seule ville qui, avec Toulouse, accueillera au début du XXe siècle des écoles d'ingénieurs pour pouvoir sophistiquer les connaissances en matière d'ingénierie autour de l'exploitation de cette ressource extraordinaire qui est l'eau qui dévale la pente. Et ce régime hydrosocial, diraient les géographes, se perpétue aujourd'hui puisque la presqu'île scientifique, qui est cet espace à la confluence de l'Isère et du Drac, est un espace d'expérimentation à l'échelle 1 d'un système où l'on puise l'eau dans la nappe phréatique pour pouvoir générer en fait un système de mutualisation thermique et de réchauffement des bâtiments dans le cadre d'un projet qui se veut démonstrateur finalement de la sophistication technologique d'un projet dont je vous parlerai un peu plus tard. Concrètement, l'eau, force destructrice, force motrice qui appelle dans le fond à un développement économique d'un côté, à une résilience aujourd'hui, mais jamais paysage. Et c'est là tout le questionnement sur le territoire grenoblois. Mais enfin, j'en terminerai là-dessus, cette longue introduction, pour vous dire, lorsqu'on regarde les documents de planification qui sont héritiers eux-mêmes des schémas directeurs des années 60, on se rend compte que la logique géographique préside à l'organisation polycentrique du territoire grenoblois, sans pour autant qu'elle ne soit véritablement assumée comme telle. L'on voit en fait un centre bien constitué dans le pourtour duquel s'organisent des centralités, des polarités, qui en réalité épousent les portes d'entrée-sortie de ce système de plaine sous la forme d'un Y. Et c'est de cela donc j'aimerais vous parler dans cette deuxième partie, c'est se poser la question de n'y a-t-il pas, en ce début du XXIe siècle, une opportunité de reconsidérer différemment la géographie et a fortiori le sol grenoblois pour pouvoir fonder une vision du développement territorial pour le siècle à venir, plutôt que de le nier et d'en faire l'amnésie. Du coup, la question qu'on peut se poser, mais qui se pose aujourd'hui, c'est le processus de réencastrement du système urbain dans son sol, c'est-à-dire cette prise en compte nouvelle de la géographie, peut-on la lire à travers l'évolution notamment de la polarité nord-ouest de Grenoble, qui va être, de mon point de vue, une sorte de laboratoire, quelque part, de ce qu'on pourrait appeler une métropole géographique forte d'un suburbanisme qui se découvre progressivement. Et c'est un peu l'itinéraire que j'aimerais vous présenter à partir de maintenant. Avec l'équipe de recherche, on s'est posé la question suivante, et si on essayait de comprendre l'empilement, la sédimentation, l'accumulation des manières de faire l'urbanisme depuis une vingtaine d'années, en prenant pour prisme, pour aiguillon, la prise en compte de la géographie. Qu'est-ce que ça nous donnerait ?
Ça nous donne cette évolution. Au tournant des années 2000, hein, rappelez-vous, c'est la loi SRU, c'est la prise en compte dans les documents d'urbanisme de l'idée de développement durable. Lorsqu'on écoute les acteurs, on entend que se met en place ce qu'on appelle un urbanisme climatique. Dans cet urbanisme climatique, l'objectif, c'est véritablement de pallier à cette géographie cuvette, cette géographie contrainte, cette géographie qui limite et qui oblige plus qu'ailleurs à être innovant dans la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Ça va passer par des documents d'urbanisme qui vraiment associent une réflexion sur les transports en public avec une réflexion sur la densification autour de ces fameuses polarités, mais ça va aussi et surtout obliger à développer très rapidement une sophistication des performances énergétique, d'abord à l'échelle du bâtiment. Grenoble, vous le savez peut-être, sera la première ville à se doter d'un écoquartier sur le territoire grenoblois qui, en gros, anticipe de quelques années les réformes autour de la haute qualité environnementale et qui met vraiment l'accent sur la performance énergétique du bâtiment. Et dans un deuxième temps, à l'échelle de projets comme par exemple la presqu'île scientifique, hein, dont vous avez sous les yeux le dessin, donc qui résulte bien de la convergence entre l'Isère ici et le Drac, où on va mettre en place un vaste projet autour du retour en ville des activités technopolitaines, hein, puisqu'il s'agit de la mise en place d'un campus urbain, un vaste projet de reconquête de ce territoire qui jusque-là était exclusivement dédié à la production de connaissances, puisque c'est là que vous avez le synchrotron, toute une série d'activités de recherche et développement, mais aussi un projet d'habitat dans ce territoire, mais avec véritablement pour ambition, dans le cadre du programme Écocité, de produire un espace autonome d'un point de vue énergétique, en mettant en place une smart grid, un réseau thermique mutualisé, un vrai système urbain intégré avec de nouvelles formes de mobilité où on a une mutualisation des systèmes de stationnement, par exemple, à l'échelle des immeubles, à l'échelle du quartier. Mais on voit bien que l'on peine, si vous voulez, dans ce système à véritablement dépasser soit l'échelle de l'architecture, soit l'échelle du quartier en vue de mettre en place cet urbanisme climatique. Ce qui est assez frappant dans ces projets, c'est l'absence quasi totale du rapport au paysage, notamment au paysage de l'eau, notamment de l'Isère et du Drac. Dans les années 2010, ce même territoire va devenir le laboratoire d'une autre forme d'urbanisme dont on entend beaucoup parler, c'est un urbanisme résilient. Et à bien des égards, cela s'inscrit, si vous voulez, dans cette histoire longue de la gestion du risque sur le territoire grenoblois. Hein. Souvenez-vous, l'eau, soit une force motrice, soit une force destructrice. Et là, en l'occurrence, c'est sur un territoire qui jouxte la presqu'île scientifique, qui s'appelle de manière assez intéressante les Portes du Vercors, parce que là, vous ne le voyez pas, mais on est à fleur de la pente du Vercors. Et ce territoire, très rapidement, va poser tout un certain nombre de questions. Premièrement, c'est une aubaine en termes foncières, puisqu'on est sur un ancien territoire essentiellement composé de friches industrielles et commerciales, une aubaine pour y développer du logement, une aubaine parce qu'à proximité de grandes infrastructures de transport, l'autoroute d'un côté, un terminus de tramway, mais aussi un territoire extrêmement contraint, une fois de plus, parce qu'à proximité du Drac, le Drac endigué, bien évidemment, dont on pressent, après la catastrophe Xynthia, que de multiples brèches pourraient survenir et qui posent une véritable question sur le territoire grenoblois, et l'ouest grenoblois en règle générale, c'est comment peut-on urbaniser un territoire vulnérable dont l'État nous dit qu'il est tout simplement inurbanisable. Et là, une fois de plus, les services techniques, les services d'ingénierie de la métropole vont devoir redoubler d'efforts pour pouvoir faire la preuve au service de l'État qu'il est possible non seulement de ne pas mettre sous cloche ce territoire, mais de fonder les canons d'un véritable urbanisme résilient qui non seulement dépasse le risque d'inondation et invente une nouvelle grammaire urbaine avec un projet qui, dès le départ, si vous voulez, essaye de convoquer à la fois un projet hydraulique et un projet d'urbanisme dit résilient et qui, de manière assez intéressante, utilise comme point de départ finalement de l'urbanisation à venir des scénarios, des modélisations de rupture de brèche, rupture de la digue, pardon, avec l'idée que l'on puisse modéliser le sens de l'écoulement de l'eau et ce faisant envisager à travers tout un dispositif architectural de transparence hydraulique
envisager le développement de ce territoire, de cette ZAC des Portes du Vercors, ce qui va donner lieu, par exemple, à des simulations un peu de ce genre, où vous voyez comment le bureau d'études Artelia, un des bureaux d'études spécialistes dans la gestion hydraulique des territoires, va produire toute une série de cartes, de simulations de brèches avec une déclinaison de vitesse d'écoulement des eaux qui donne des cartes assez intéressantes où on voit apparaître en blanc les espaces construits et puis de bleu à violet les espaces plus ou moins soumis au risque d'inondation et qui, contrairement au phasage classique d'une ZAC, montre à voir comment, progressivement, en fonction de la manière dont on va construire ce territoire, on peut juguler la plus ou moins grande vulnérabilité des phases de construction suivantes au regard d'un risque plus ou moins bien modélisé d'inondation. Et on voit apparaître, avec un effort d'ingénierie assez considérable, une nouvelle manière d'envisager l'urbanisme et surtout de rendre solidaire des phases de construction de cette ZAC de manière assez originale. Mais une fois de plus, le grand absent de cette réflexion, certes la question de l'eau est centrale pour pouvoir réguler les éventuels risques d'inondation, mais la question du paysage, quand bien même le ZAC s'appelle Porte du Vercors, est toujours absente finalement de ce territoire. Et dans les années 2015, un peu comme une sorte de réponse à cette modalité finalement d'envisager la géographie soit comme une contrainte avec l'urbanisme climatique, soit comme un risque avec l'urbanisme résilient, devient progressivement une ressource avec un urbanisme, si je reprends les termes des acteurs, qu'on pourrait qualifier de paysagiste, une sorte de mot un peu flottant qui rappelle le suburbanisme de Sébastien Marot, mais qui ne s'en réclame pas nécessairement. Et cette fois-ci, très très brièvement, parce que je vois que le temps passe, on se rend compte que dans cette configuration, on est au début des années 2012, 2013, 2014. Cette fois-ci, la géographie, en effet, pose question et devient même le point de départ de la réflexion sur le territoire. Là, je vous ai pris quelques extraits des études préalables où on se demande quelles limites le site génère-t-il. Est-ce que le cadre géographique ne détermine pas les pourtours d'un périmètre qui souvent, jusque-là, n'apparaissait que sous la forme d'une sorte d'ovoïde, une patatoïde, comme on dit, déposée comme cela, sans pour autant se soucier de son point de départ, ses logiques géographiques. Là, carrément, on a l'impression d'avoir du Marot dans le texte, où on se demande si la fabrication du site, quels paramètres le site génère-t-il pour orchestrer le programme de la polarité. Et vous comprenez le titre de cette communication, où on bascule progressivement d'un monde où, dans le fond, le programme de la ville post-carbone s'impose à un site sans véritablement soucier de ses caractéristiques géographiques, géomorphologiques, où un renversement semble s'opérer au profit d'un questionnement assez orthogonal où on se pose la question de savoir dans quelle mesure le site peut-il orchestrer, dans le fond, la distribution dans l'espace de programmes d'activité. Et là, on voit apparaître toute une série de réflexions sur comment retourner la ville, sur les éléments constitutifs de son paysage, comment envisager une forme de décompression des interfaces entre la ville et la géographie. Bref, on voit comment la question géographique devient un peu centrale dans la réflexion plus globale sur le développement de cette polarité. La réponse opérationnelle privilégiée par cette équipe de paysagistes est le déploiement de ce qu'ils appellent un parc Mikado, qui est intéressant. Alors, envisagez un Mikado que vous déploieriez sur cette cluse de vos REP et qui vous montre à voir que, dans le fond, l'intérêt dans cet espace n'est pas tant de multiplier les espaces, les parcs publics, que plutôt de mettre en réseau des opérations qui sont en fait pensées les unes à côté des autres, mais pas les unes avec les autres. Et ainsi, on voit que dans le fond, les espaces d'accroche sont autant les piémonts que les ripisylves de rivières, que les berges, que ces digues difficilement habitables. Et on voit apparaître cette fameuse figure du parc Mikado qui progressivement redessine en fait la polarité nord-ouest, à tel point d'ailleurs que cette figure semblerait pouvoir se diffuser à l'infini de manière un peu proliférante à l'échelle de toute la métropole, donnant à voir ce qu'un architecte urbaniste comme Bernardo Secchi
aurait volontiers appelé un projet de sol pour cette métropole montagne, dont on voit bien que, dans le fond, c'est en plaine que se joue la réarticulation avec les espaces de la pente. Du coup, et pour conclure, et je m'excuse si c'est trop long, on se rend bien compte que ce que l'on a en fait sous les yeux, c'est quelque part un conte de trois urbanismes. Non pas qu'ils se juxtaposent, ils sont concomitants, ils sont contemporains les uns des autres, où on voit bien que dans la lutte, finalement, ou bien plutôt face au changement climatique, trois attitudes qui sont donc concomitantes, qui l'une consiste à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, l'autre qui consiste à atténuer finalement les phénomènes de vulnérabilité des territoires, et finalement une dernière qui cherche à s'adapter au changement climatique. On le voit également quand on regarde bien l'évolution de ces urbanismes, qu'il y a un changement clairement d'échelle quand on passe du bâtiment au grand territoire. Et de la même manière, on passe du projet urbain, du projet d'urbanisme, à l'échelle territoriale en règle générale, au projet de sol, comme je vous le disais. Et quelque part, on abandonne la sophistication technologique comme seule réponse, héritière finalement de cette culture en général, au changement climatique, vers une réflexion plus métropolitaine sur, dans le fond, comment on peut organiser dans l'espace, retrouver le sol métropolitain pour pouvoir dessiner un projet de territoire plus global. Et je conclurai là-dessus. Ce qui est assez intéressant à Grenoble, c'est qu'on a quelque part l'illustration de la proposition théorique de Sébastien Marot sur cette idée de suburbanisme, où on voit comment l'urbanisme climatique, l'urbanisme résilient procède de cette idée selon laquelle le programme de la ville post-carbone, le modèle vers lequel on cherche à tendre à l'échelle 1, quelque part à Grenoble, pour lutter contre les effets du changement climatique. Ce programme s'impose au site, quitte à l'oublier dans ses configurations, qualités paysagères, au profit d'une sorte de suburbanisme qui ne dit pas son nom, où cette fois-ci, d'une certaine manière, cette ville-paysage dont on retrouve les qualités, pourrait déterminer les formes d'implantation des activités des hommes, les réflexions sur le rapport aux infrastructures, invite à se repositionner par rapport à ces espaces qui aujourd'hui encore sont des espaces oubliés dans les réflexions en urbanisme, comme les berges, le rapport à l'eau, le rapport au piémont, dépasser cette fascination pour la verticalité pour réfléchir plus globalement sur les espaces d'interface avec les infrastructures géographiques comme le piémont, en effet, berges et ripisylves peuvent-ils être des points de départ de réflexion sur le projet de sol métropolitain. Et il y a là une sorte de dénonciation de nouvelles modalités de couplage entre ville et montagne, urbanisme et géographie, qui nous semblait assez intéressant à révéler dans le cadre de cette communication et plus généralement de nos travaux. Je m'arrête là pour le moment et espère avoir au moins suscité votre intérêt. Merci beaucoup. Merci Charles. Même question, est-ce que vous avez besoin d'un certain nombre de précisions, d'éclairages complémentaires par rapport à ce qui vient de nous être présenté ou non? Toujours pas. C'est bien, vous gardez tout ça. Ah, Xavier. Merci de cette communication que je trouve très intéressante et de cet effort conceptuel d'essayer de traduire au fond ces évolutions dans les théories, dans les pratiques à partir du cas de Grenoble. Je trouve ça très, très judicieux, très éclairant. Et en même temps, j'aimerais avoir qu'une précision parce que le passage de résilient à paysage peut-être demande une précision et j'ai envie peut-être de vous demander au fond comment vous ferez le lien aujourd'hui avec ce vaste mouvement bio-régionaliste qui nous est advenu depuis une dizaine d'années et qui, au fond, repositionne aussi la question de la ville et plus largement des établissements humains par rapport à la géographie. Et quelle place il aurait dans votre propre géographie, entre guillemets, théorique sur les modes d'urbanisation? Écoutez, merci pour la question. En fait, si on devait se positionner peut-être à l'échelle du théorique, c'est vrai que les réflexions qu'on mène à Grenoble participent plus globalement d'une réflexion sur ce changement de paradigme qui est proposé soit d'un côté par le landscape urbanisme,
promu en Amérique du Nord par des auteurs comme Waldheim ou Corner. Et d'un côté, en effet, l'autre côté qui serait la résurgence finalement de l'école régionaliste, avec comme tête de proue peut-être un Patrick Guedes et avec toutes ces réminiscences nord-américaines autour du mouvement biorégionaliste. Voilà, c'est ça. Le premier élément de réponse que je pourrais vous donner, c'est que aussi fou que cela puisse paraître, sur le territoire grenoblois, la perspective biorégionaliste n'apparaît nulle part. La logique de réfléchir à travers les bassins versants comme unité fondamentale de réflexion finalement sur le territoire, ça peut paraître extrêmement étonnant dans cette ville où s'invente quand même une partie de la géographie humaine autour de la figure de Raoul Blanchard, par exemple. C'est quelque chose d'extrêmement absent dans les réflexions, de la même manière que Grenoble découvre les vertus du paysage, et pas du paysage dans son caractère extraordinaire, le paysage domestique, le rapport à l'eau, l'hydrographie, retourner la ville sur la rivière, chose que manifestement beaucoup de métropoles font depuis des décennies désormais. À Grenoble, c'est une question que l'on découvre à peine et que l'on découvre à l'heure où la question se pose avec celle du réchauffement climatique. On est encore, pour reprendre les termes de Georges Henry, dans une perspective très utilitariste. Et non, on n'est pas véritablement encore capable de fonder une réflexion biorégionaliste, quand bien même Grenoble est pionnière, d'une certaine manière, historiquement, dans ces réflexions-là. Donc voilà, c'est un premier élément de réponse, mais peut-être qu'on pourra continuer à discuter plus tard pour ne pas accaparer la parole. Mais merci beaucoup pour cette question, parce Je vous en prie, merci. c'est un peu dans cet esprit-là que se positionne cette communication. Alors, une petite question beaucoup plus terre à terre. Par rapport au moulin, historiquement, comment ont fait les ingénieurs à Grenoble pour faire utiliser l'énergie, du coup, pour faire des moulins sans qu'il y ait de pente? Vous avez insisté sur le fait qu'il y avait très peu de pente. Alors, je crois que je n'ai pas compris. Par rapport au quoi vous avez dit? Excusez-moi, j'entends Les mal. moulins, Au moulin. oui. Vous êtes il y a peu de pente, mais il y a quand même un écoulement des eaux qui permet une activité de ce type. Mais pour être tout à fait honnête, je ne voudrais pas vous raconter de bêtises. Je ne suis pas bien connaisseur de l'activité liée au moulin sur le territoire de Grenoble, donc je ne voudrais pas m'aventurer dans une réponse dont je maîtriserai Très bien. ni le début ni la fin. Merci pour ces deux premières questions et deux premières réponses. Et après ces deux histoires d'eau, si je puis dire, on va passer cette fois-ci plutôt sur une trajectoire. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété, une trajectoire des sols, de leur partage, dans un contexte de transmission successorale sur des territoires au nord-est de l'Italie et au nord de la France. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de présenter une partie des résultats d'une recherche qui est donc ma recherche de thèse de doctorat. Alors la présentation que je vais vous soumettre part du constat que dans le débat sur les gouvernances plurielles de la Terre, et là je me réfère à ce numéro de la revue Études rurales qui porte son nom, on accorde au fond peu d'importance aux stratégies et actions, beaucoup d'importance aux stratégies et actions relevant des actions des autorités publiques et les grands acteurs privés, et peu d'importance finalement à l'influence de nombreux sujets privés, propriétaires et ou exploitants par leurs rapports patrimoniaux et entrepreneuriaux au sol, alors que dans nos sociétés occidentales fondées sur un droit presque absolu du sol et de son usage, le choix de ces nombreux individus dotés de ces droits sont au moins aussi importants que les choix collectifs et ceux des grandes entreprises privées. Ces comportements individuels qui peuvent faire système et différer d'un contexte à l'autre en raison des dynamiques conjoncturelles ou de longue durée sont autant de leviers ou de contraintes, si on veut, potentielles à prendre en considération dans le cadre de la gouvernance publique des territoires. Alors, dans le cas spécifique de l'agriculture européenne, où l'importance numérique et économique de l'exploitation familiale est indéniable, bien que différent d'un pays à l'autre,
comme vous voyez ici, même d'une région à une autre au sein d'un même pays. Au fond, peu de recherches sont menées sur l'articulation des choix patrimoniaux et entrepreneuriaux des familles paysannes et le sort des sols. C'est au fond comme si notre monde développé était considéré comme un bloc homogène, régi par des règles d'une économie purement rationnelle, issue d'un capitalisme qui se présente partout de la même manière, alors que les historiens de l'économie depuis 50 ans désormais ont montré que le capitalisme est multiple et se forme en lien profond avec les fonds anthropologiques des sociétés, et que l'anthropologie qui s'intéresse aux diversités des modes de fonctionnement, y compris économiques, des sociétés et de leur rapport à leur environnement, était uniquement une affaire concernant des peuples et sociétés sous-développés. Donc, avec cette contribution, j'aimerais insister sur ce point en exposant une partie des résultats de ma thèse de doctorat, qui s'est intéressée, entre autres sujets, à la reproduction des familles paysannes et la transmission des exploitations et du patrimoine agricole dans deux espaces ruraux français et italiens, disons dans les pays parmi les plus développés au monde. Donc, plus spécifiquement, comme disait Georges-Henri, à la France du Nord et l'Italie du Nord-Est. Cette thèse a en partie consisté en une reconstruction croisée de biographies de familles paysannes et de leurs exploitations sur une période allant de la mi-19e siècle jusqu'à nos jours. Et a pu montrer deux choses. Du coup, j'ai très peur de manquer de temps, du coup, je commence par mes conclusions, après je vous illustre un petit peu. Du coup, ce travail a pu montrer deux choses. D'un côté, que une présence importante, en fait, en termes numériques, en fait, de familles enracinées, c'est-à-dire de familles qui exploitent et ou possèdent, travaillent une partie, disons, une même exploitation depuis plusieurs générations, au moins 3. Là, j'y reviendrai. Et deuxièmement, les effets non négligeables des modes de reproduction différenciés de ces familles sur les découpages du sol, l'évolution des structures agraires et de l'habitat, et en un mot, la construction du paysage bâti et non bâti. Alors, comme le temps est limité, je vais me contenter, en fait, d'essayer d'aborder certaines de ces questions en m'appuyant sur le cas de 2 familles exploitation, parmi les 32 familles que j'ai étudiées, donc sur une période d'à peu près 2 siècles, pour essayer de vous illustrer ces questions. Alors, les 2 familles dont je vais vous parler sont la famille Burette, du côté de la France du Nord, qui exploite une exploitation de 70 hectares, dont 27% en propriété, et la famille dont le corps est situé entre les communes de Florbet et de Sailly sur la Lys, à l'est de l'île, à l'intérieur de la région lilloise, et la famille Scatoline qui exploite une exploitation de 25 hectares, dont 44% en propriété, dont le corps est situé dans la commune de Scorsese, dans cet espace de la Vénétie centrale qu'on a défini comme étant une ville diffuse. Alors, malgré la différence de taille non négligeable entre les 2 exploitations, il faut considérer que les 2 exploitations se situent par leur taille dans la fourchette haute des exploitations à l'intérieur de ces régions. Et là, ça me permet de vous parler d'une question. Alors, si on prend en examen du coup toute la période examinée, en gros, côté vénitien, on voit que la taille moyenne des exploitations, c'est plutôt stable sur 2 siècles, alors que côté, c'est ces chiffres-là qu'il faut regarder. Donc, on est toujours autour de 3,5 environ sur 2 siècles. C'est une stabilité qui est assez impressionnante. Et alors que du côté de la France du Nord, et ici Florbet en particulier, on part des valeurs qui sont plutôt proches des valeurs vénitiennes vers des valeurs qui sont nettement supérieures. À l'inverse, si on regarde les modes de faire valoir, on voit que dans les 2 cas, on est dans les modes vers le début du 19e siècle,
même mi-19e siècle, on est dans des cas d'exploitation en fermage, où disons, c'est la location qui prime. Côté français, on reste toujours dans le fermage. En fait, le fermage se maintient, disons, alors que côté italien, on bascule progressivement vers un régime de faire-valoir direct. Alors, le travail qui s'est porté, disons, sur 4 communes italiennes à l'intérieur de cet espace et 4 communes françaises qui ont des trajectoires démographiques différentes, des positions différentes par rapport disons, aux grandes villes et des pôles de croissance, a pu montrer que cette évolution peut s'expliquer par ce que on peut appeler une superposition de la propriété et l'exploitation côté vénitien en termes spatial, qui est une donnée de longue durée, mais là je vais y revenir, et côté français du Nord, une dissociation entre la propriété et l'exploitation en termes spatial. Mais là, justement, je vais pas vous parler parce qu'il y a une approche donc quantitative qui a consisté à travailler sur ces communes, sur l'évolution spatiale de la propriété et l'exploitation sur 2 siècles, mais là je ne vais pas traiter cet aspect-là, mais je vais vous montrer surtout comment la famille exploitation, et notamment ces 2 familles que je vais mettre en avant, et leur mode de transmission permet de comprendre ces mécanismes de superposition de la propriété et l'exploitation et d'un côté et de dissociation entre ces 2 entités de l'autre côté. Alors, je voulais juste vous dire que, évidemment, la taille moyenne de l'exploitation aussi faible en Vénétie ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grandes exploitations, évidemment, parce que dès lors qu'on on s'éloigne, disons, des exploitations qui cultivent uniquement des terres en propriété, on peut se retrouver dans des valeurs qui sont nettement supérieures, dans des moyennes qui sont nettement supérieures. Et c'est par exemple le cas de l'exploitation dont on va parler. Alors, donc ici, vous voyez deux arbres généalogiques, donc de l'arbre généalogique de la famille scatoline et l'arbre généalogique de la famille burette. Plus précisément, il s'agit d'un arbre généalogique de cette entité que j'appelle famille exploitation, c'est-à-dire une famille dont le sort est lié à une exploitation. Alors, ces arbres sont construits de la manière suivante. Elle remonte, disons, l'exploitant actuel vers le premier ancêtre qui arrive sur l'exploitation. Et là, par souci de comparaison, j'ai pris 2 familles dont l'arrivée certaine sur l'exploitation en question se situe à la génération G-4 par rapport à la génération de l'exploitant actuel. Et le deuxième arbre descend l'ancêtre en faisant apparaître les descendants, uniquement les descendants qui ont été successeurs à cet ancêtre sur l'exploitation en question. C'est peut-être pas très clair, mais ça va s'éclaircir par la suite. Alors, côté flamand, du côté de Florbet, on voit bien que les deux arbres ne diffèrent pas. En fait, en dehors de ces descendants de l'exploitant actuel, qui sont d'ailleurs pas encore à la tête de l'exploitation, les 2 arbres sont quasiment identiques. Et on peut parler donc de succession unique, c'est-à-dire qu'il y a une seule personne qui succède à ses parents. Alors que côté vénitien, on voit bien que la division de l'exploitation, donc la succession, ce qu'on appelle une succession segmentaire, est manifeste dans les générations G-2, G-1, et pas dans la génération G. Alors, une autre différence entre les deux cas, on voit bien que du côté de Florbet, les successeurs peuvent être à la fois des femmes ou des hommes. Les carrés représentent les femmes et les ronds les hommes. Et là, j'ai pris le cas d'un cas assez extrême où on a beaucoup de successeurs femmes. Alors que côté vénitien, les successeurs sont uniquement et exclusivement des hommes. Encore une autre différence, côté vénitien, là si vous regardez bien, idéalement, tous les enfants du sexe masculin succèdent à l'exploitation
des parents ou mieux des pères, puisque c'est eux qui sont toujours les successeurs. Là, par exemple, si vous voyez ici, tous les hommes, même, y compris dans la génération G où il n'y a pas eu de partage, tous les successeurs, c'est des hommes, en dehors de ces individus identifiés par C3 qui a choisi de faire une carrière ecclésiastique, qui est devenu curé. Et ça, c'est d'ailleurs une stratégie qui est beaucoup utilisée par ces familles pour, disons, éviter le partage de l'exploitation. Alors que, bon, voilà. Donc, évidemment, si on regarde maintenant du côté de la propriété, le partage de la propriété, et là, mes schémas ne me permettent pas de le voir, mais je vous le dis. Du côté flamand, tous les enfants, indépendamment de leur sexe et du fait qu'ils soient successeurs ou pas, héritent de la terre à l'intérieur de l'exploitation. Alors que, simplement, ce qui se passe souvent, quasi exclusivement, c'est que l'enfant successeur, donc les terres sont louées à l'enfant successeur, du coup aux frères et sœurs. Évidemment, à la génération suivante, c'est plutôt les cousins. Ces terres peuvent être vendues et donc l'exploitant le successeur essaye d'acheter le plus possible. Là, je vais essayer de vous illustrer un petit peu ces questions. Mais en tout cas, c'est ça qui explique quelque part le maintien du fermage, parce que la location, on continue à être locataire tout en étant propriétaire. D'ailleurs, quelque chose qui arrive souvent chez ces familles, c'est quand on possède pas forcément des terres à l'intérieur de l'exploitation, on peut aussi posséder des parcelles ici et là qu'on loue à d'autres exploitants agricoles. Alors que côté vénitien, il y a une superposition de la propriété et exploitation qui se vérifie également au niveau de la succession et l'héritage. C'est-à-dire que les successeurs sont aussi les héritiers, les personnes qui héritent de la terre. Très rarement, les femmes héritent également de la terre. Il y a beaucoup de stratégies qui sont mises en place par les familles pour éviter que les femmes héritent. Par exemple, quelque chose qui arrive très fréquemment, c'est qu'on essaie d'acheter des terres au nom des enfants, par exemple. Déjà, en indivision pour les enfants de sexe masculin. Et en tout cas, même lorsqu'on hérite de la terre, les femmes héritent de la terre, je vais essayer de vous l'illustrer, ils sont assez immédiatement vendus aux frères successeurs. Donc là, du coup, je sors de cette analyse d'arbre généalogique pour essayer de vous illustrer quelques questions de comment tous ces pratiques-là disons, quel est leur impact sur le plan de la représentation, la société, et aussi sur le plan spatial. Évidemment, le fait que les femmes puissent hériter à la fois être successeurs à l'exploitation, hériter de la terre, n'est absolument pas quelque chose d'anodine, comme vous pouvez imaginer, sur le plan de l'évolution, parce que c'est justement dans ce type de contexte où on peut le mariage prend tout un sens, parce que comme quand deux personnes qui sont tous les deux successeurs de leurs parents se marient, ça permet d'agrandir l'exploitation et de la propriété. Ça dépend si la famille est propriétaire ou pas. Et ça, c'est ce qui arrive, par exemple, dans le cas de la famille Burette que je vous montre ici, à la génération G-2 et G. Et là, par exemple, vous pouvez voir la génération G-2, il s'agit d'un mariage donc, qui est conclu en 1924 entre les successeurs de deux fermes qui sont voisines. Et l'approche spatiale dans l'étude de ces familles d'exploitation, c'est très intéressant parce qu'on peut voir à quel niveau se situent ces alliances. Et les cas d'alliances conclues mariages conclus entre des successeurs uniques des familles qui exploitent des exploitations voisines est vraiment très très fréquent à cette époque-là. L'autre question sur laquelle je ne me suis pas attardé, c'est le nombre peu élevé en fait d'enfants à ces générations-là dans les familles
flamand. En fait, il y a une pratique malthusienne qui est très, très importante. Et d'ailleurs, ce que vous voyez ici, c'est assez représentatif. En fait, la situation commence à se détendre un petit peu à partir de ces années-là, en fait, lorsque la famille a un petit peu stabilisé son assise. Alors, finalement, donc, l'arbre généalogique de la famille Burette, ça aurait été plus correct de la représenter de cette manière-là, en fait. Parce qu'étant donné qu'il y a une succession unique, alors qu'il y a des entrées qui se font par le biais d'alliances, cette représentation-là permet beaucoup mieux de saisir l'évolution de l'exploitation. L'autre conséquence de la succession uniquement des hommes côté vénitien et de la succession indifférenciée des femmes et des hommes, qui d'ailleurs n'est pas totalement indifférenciée si vous regardez, c'est souvent les derniers enfants qui sont successeurs, c'est parce qu'entre-temps, les autres se sont mariés, se sont installés sur d'autres fermes, souvent avec l'aide active des parents, et là je vais vous le montrer, si le temps me le permet évidemment. C'est la stabilité des noms des exploitations côté vénitien et l'instabilité des noms des exploitations côté flamand, si vous voulez. Parce que côté vénitien, à chaque fois, c'est des scatolines qui héritent. Donc, c'est des scatolines. Alors que côté flamand, en réalité, la ferme qu'on a appelée famille d'exploitation Burette n'est Burette que dans la génération G et G-1. Et dans d'autres générations, il fallait... Et ça, c'est quelque chose qui a une importance, parce que si on regarde, par exemple, les documents à partir desquels j'ai travaillé, par exemple les cadastres, tous les documents en dehors d'état civil, en fait, on retrouve souvent l'association de nom de l'épouse un nom de l'époux, c'est-à-dire que l'homme est représenté par son nom de famille, suivi par le nom de son épouse. Là, je ne sais pas si ça, c'est une pratique qui est répandue en France, mais en tout cas, c'est très intéressant de voir que dans ce territoire-là, dans tous les documents qui datent de la mi-19e siècle jusqu'aux années 20-30 du 20e siècle, on retrouve ce type d'association. Dans le cas vénitien, où les noms sont instables, on retrouve des toponymes familiaux qui sont associés donc aux maisons. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça, c'est une carte qui date de 1887. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à cette époque-là, parce que du coup, j'ai par exemple j'ai approfondi le cas de ces personnes, beaucoup de ces familles ne sont pas encore propriétaires de leur exploitation, ils sont encore des locataires, mais ils sont là depuis longtemps. C'est-à-dire qu'ils sont suffisamment enracinés pour marquer, disons, le territoire par leur nom de famille. L'autre chose, c'est bon, là, sur ça, je vais revenir. Pardon. Alors que côté français du Nord, les cartes sont il n'y a quasiment pas de toponymes familiaux et plus généralement, il y a peu de noms associés aux fermes. Bon, là, dans le cas de Florbet, c'est assez extrême. Il y a juste une ferme qui est nommée sur les cartes. Dans le cas d'une autre commune comme l'Ancel, que j'ai également étudié, il y a plus de toponymes, mais ils ont d'autres origines. C'est jamais... Mais là, je vais pas m'attarder sur cette question. L'autre question, c'est la question de la résidence. Comment ces gens habitent côté vénitien, c'est le cas classique d'une famille, ce qu'on appelle plus communément une famille patriarcale. Le terme peut-être plus précis serait autre, mais une famille patriarcale dont on retrouve souvent, qui donc, étant donné qu'ils pratiquent ce partage systématique, essayent de retarder le plus possible le moment de partage. Du coup, ces gens travaillent ensemble, vivent et travaillent ensemble pendant assez longtemps, en indivision. Ensuite, d'abord, il y a une division de l'exploitation et ensuite de la propriété. Donc, par exemple, dans le cas de la famille Scatoline, là, vous voyez, ça c'est... Souvent, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on se retrouve avec le père, ça c'est le B1, vous vous souvenez ici, là, ça s'appelle Antonio, avec donc ses deux enfants héritiers et successeurs,
que vous voyez là, C1 et C2, si je le retrouve, Giovanni et Gelindo. Ça, c'est le troisième frère, curé, qui n'habite pas avec eux. Là, c'est une occasion, c'est l'anniversaire de mariage de Antonio et Giuditta, du coup, la famille est réunie. Donc, vous avez donc ces deux enfants avec leurs femmes, leurs épouses, et tous leurs enfants, que j'ai identifiés par des couleurs différentes, qui habitent sous le même toit. Après, il y a d'autres personnes qui ont rejoint la famille. Il y a même le curé du village qui est présent. Mais par contre, du coup, on a souvent 3 générations qui vivent, travaillent ensemble. J'ai encore combien de temps? 2 minutes? Ah oui, wow. Du coup, je vais... donc, 3 générations qui... Et donc, du coup, j'ai oublié. Alors, alors, je voulais juste vous dire, la séparation, ça arrive souvent lorsque le premier fils de sexe masculin de l'un des 2 frères doit se marier. Et là, à ce moment-là, on sépare. Et là, je vais très rapidement vous montrer après comment ça se présente. Du coup, je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour parler de l'aspect spatial, mais je vais rapidement vous passer les diapositives. Côté flamand, c'est une famille nucléaire. D'ailleurs, la forme de la famille paysanne est nucléaire dans la France du Nord, aussi loin qu'on puisse aller dans le temps, aussi bien que les registres paroissiaux, les documents, différents types de recensement. Jusqu'au XVIe siècle, on est certain qu'il s'agit d'une famille nucléaire. Donc là, vous voyez, c'est pas des burettes, du coup, pour le coup. C'est Julie Delcroix qui était successeur, donc son mari Louis Leroy, et les 2 filles. Et c'est Amélie Leroy qui va être successeur. Et c'est marrant parce que dans ce cas que j'ai pris, Marie Leroy aussi sera choisi une carrière ecclésiastique. Donc, je vais passer très rapidement juste les diapositives. Là, comme je vous disais, il y a des moments d'indivision et de partage. Là, par exemple, dans le cas d'Escatoline, vous voyez la génération A et B, il n'y a pas de partage. Entre-temps, la famille a grandi, l'exploitation et aussi la propriété. À la génération suivante, ça, c'est la séparation donc, entre Giovanni et Gelindo, dont je vous avais parlé. Et vous voyez que la séparation se fait... D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il divise d'abord l'exploitation, ensuite la propriété. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours, au moment de la séparation, donc il y a une nouvelle maison, un nouveau siège de l'exploitation qui est construit par la branche qui se sépare. Et ça, c'est à l'origine d'une urbanisation diffuse de la campagne qui a affecté tous ces territoires de l'Italie du Nord. Et la génération suivante, c'est exactement la même chose qui se produit entre du coup, les héritiers et le successeur d'un des frères d'un côté, les héritiers, successeurs. Mais vous voyez là, il y a une superposition entre la propriété et l'exploitation, tandis qu'au côté français, alors il y a... côté français, il y a une dissociation entre la propriété et l'exploitation qui est manifeste là dans cette image-là. C'est-à-dire que même si la famille, là ce que je voulais vous dire, c'est que par exemple, il ne faut pas penser qu'il y a une successeur unique, mais il y a d'autres frères et sœurs qui continuent la carrière, qui travaillent comme agriculteurs, qui s'installent, soit par alliance, soit par reprise d'autres exploitations avec l'aide active de la famille, parfois, si la famille peut se le permettre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde possède des parcelles de terre dans l'exploitation de tout le monde. Disons qu'il n'y a pas de partage de la propriétaire sur la base du partage de l'exploitation. Je voulais vous parler d'autres choses sur les conséquences de ça en temps spatial, et aussi ce 2 modes de partage finalement présentent comme atout et comme danger, parce que je pense que, du coup je conclue en disant que ma présentation, et désolé d'avoir été long, voudrais insister sur le fait qu'on ne peut pas réfléchir à la transformation de ces territoires sans prendre en compte ces rapports à la terre qui sont très différents dans un cas comme l'autre, et chacun de ces rapports présente des atouts et des dangers qu'on devrait essayer d'intégrer dans nos réflexions lorsqu'on essaie de imaginer l'évolution de l'un ou l'autre territoire. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Ouais, tant que ça se branche, je vais faire comme ça. Merci à toi pour ta présentation. Désolé, mais on s'est fait déborder depuis ce matin, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête aujourd'hui.
Donc voilà, on va repartir en mode. Je reste Oui, là. si tu veux rester là. Si vous avez des questions, des remarques. C'est pas rigolo si c'est moi qui les pose. Bon, en tout cas, qui fait des. Luc, allez. Non, non, ça t'inspire pas, toi. Merci. C'est une question très simple et j'ai trouvé passionnant votre intervention, je vous remercie. En plus, j'ai habité dans le nord, donc voilà, ça m'a parlé un peu. Comment le choix s'est fait, en fait? Pourquoi le nord de l'Italie et le nord de la France et sur ces territoires-là? Enfin, pourquoi vous avez choisi ces territoires-là? Est-ce que ça aurait pu s'expérimenter sur d'autres territoires où les résultats auraient été un peu équivalents ou voilà. Oui, je peux répondre. Donc, absolument, je pense que n'importe quel deux territoires aurait pu être comparé. Là, pour le coup, moi, j'avais envie de travailler sur les territoires caractérisés par un habitat rural dispersé et de voir comment cet habitat rural dispersé s'évolue, parce que c'est vrai que dans la littérature, notamment côté italienne, sur la ville diffuse, on fait très rapidement cette association entre une dispersion d'origine rurale et son intensification dans le temps, alors que côté français, par exemple dans les Flandres françaises, on sait très bien qu'un habitat très dispersé d'origine rurale n'a pas donné une ville diffuse comme en Italie. Et du coup, je voulais expliquer ça justement en étudiant des pratiques liées à l'évolution du monde agricole et notamment la transmission des familles paysannes, etc. Mais par contre, vous avez raison, n'importe quel territoire aurait pu faire. Je pense que la comparaison est intéressante parce que ça permet de voir des choses qu'autrement on ne verrait pas, mais on pourrait comparer à n'importe quel territoire. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Pardon. Oui, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Et je me demandais si du coup, donc vous avez, enfin, est-ce que vous avez aussi intégré à la recherche la question de l'évolution des outils, enfin des techniques, pardon, agricoles et leur traduction spatiale, enfin sur la transformation des structures foncières? Alors, non. C'est-à-dire que, alors si, j'ai regardé l'évolution des cultures, en fait, de qu'est-ce qu'on cultive, et de l'évolution notamment aussi de la pluriactivité, en fait, des ruraux. Et c'est vrai que dans le système, dans le cas italien, il y a une certaine persistance. Là, je ne pouvais pas parler de ces aspects. Il y a une persistance également de la pluriactivité et aussi de la polyculture, ce qui n'est pas le cas Parce qu'en fait, l'autre donnée intéressante, c'est que dans les deux cas, on est au 19e siècle, dans les territoires où il y a cette figure de paysan ouvrier, en fait, qui disparaît dans le nord de la France, alors qu'il persiste encore dans le nord d'Italie. Et du coup, ça, c'est aussi un autre facteur explicatif. Là, j'ai pas eu le temps de parler. Mais par contre, sur les outils, pas vraiment, parce que j'ai l'impression que finalement la chronologie, en fait, de l'arrivée de la mécanisation de l'agriculture, etc., est quasiment la même dans les deux cas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci. D'autres questions? Non? Ben, je ne sais pas, peut-être Claire aussi Charles, entre vous, est-ce que vous avez des questions à vous poser ou des interventions ou des demandes de précision? Alors moi, j'ai plutôt apprécié ces trois récits au final. À la fois un récit de l'urbain, récit finalement des pratiques un peu poétiques, mais assez intéressant. J'ai pensé à Kenneth White à un moment, je ne sais pas trop pourquoi. Et puis aussi ce récit des transmissions, donc récit des familles. Il y a plein de mots, il y a toujours les mêmes au final, ces quatre fameuses prises là, contraintes, risques. On n'a pas trop parlé d'agrément, c'est assez intéressant, on a parlé beaucoup de ressources, même depuis ce matin on parle beaucoup de ressources. Sur le cas de Grenoble, ces trois visions paysagistes, climatiques, qui par moments étaient un peu, non pas contradictoires, mais qui pouvaient apparaître comme contradictoires, ces histoires de support, ces histoires, donc assez intéressant. Donc toponymie, les mots, tu as parlé d'enracinement toi aussi. Et c'est intéressant, je trouve, de venir un petit peu détricoter tout ça. En tout cas, c'est ce que vous avez fait, me semble-t-il, tous les trois,
avec des regards un peu différents et des entrées différentes. Et ça fait rentrer un peu de sensibilité dans le bon sens du terme. Je ne vais pas non plus devenir trop dans l'émotionnel et l'affectif, mais je trouve que ça a remis un petit peu justement de toutes ces histoires et de toute la complexité de ces histoires qu'on lit au sol. On va pas essayer de trouver au final qu'est-ce qui commande. On n'est pas chez Kundera, mais enfin c'est quand même ça, à un moment ou à un autre, qu'est-ce qui décide à faire des choses dans ce rapport-là, ou en tout cas avec ce sol, avec toutes ces dimensions. Moi j'ai bien aimé ces trois éclairages et de tentatives un petit peu d'expliquer par moments de manière paradoxale, surtout pour l'urbanisme, en général, hein, pas exclusivement le cas de Grenoble, mais en général, comment à un moment ou à un autre on justifie quand même ce qu'on fait, et qu'on arrive à expliquer ce qu'on fait, même si en apparence ça peut apparaître complètement contradictoire ou sans sens. On arrive à y donner un sens au bout du bout, et c'est peut-être ce qu'on essaye de travailler sur cette première partie, mais qu'on a déjà commencé depuis la conférence de Sébastien hier. En tout cas, merci, et merci à vous d'avoir suivi cette première session. Et puis, restez, si vous voulez, aussi bien en ligne qu'ici, de toute façon, après une petite pause. Ils sont pas finis à côté, donc profitez-en pour aller boire du café avant qu'il n'y en ait plus. Et puis, vraiment, merci à vous trois. On peut aussi vous applaudir une deuxième fois. Merci. Merci beaucoup. Merci.